Mr. President, honourable members of this House, ladies and gentlemen, later this month in Rome, 27 of our member states will stand shoulder to shoulder in peace, solidarity and friendship to mark the 60th anniversary of the Treaties of Rome, and I would like to see the President of the Parliament being associated to these ceremonies. However, this will not simply be a birthday celebration. It should also be the birth moment of the European Union at 27. And as we turn the page and commence a new chapter in our history, it is time we sought new answers to a question as old as our union is young. Quo vadis Europa at 27? Europe's founding fathers were visionaries. Spinelli and Rossi, imprisoned by a fascist regime, dared to dream of a place where allies and adversaries would unite. Unable to speak freely, they penned a manifesto for a free and united Europe, which had to be circulated secretly in Rome among the Italian resistance movement in 1943. Writing this manifesto, this new chapter, Spinelli and Rossi decided not to cling to the darkness surrounding them in their Ventotene prison cells. They stretched out their arms to the light instead. They dreamed of a better future and paved the way towards it. 60 years later, this should be an inspiration for us. With nothing to dim our voices, we'll be forgiven for not speaking up. In 60 years' time, what will our grandchildren say of our legacy? I want them to be proud, as Spinelli and Rossi probably would have been today. Now is our time to be pioneers and carve out a vision so that we may walk hand in hand, united at 27, towards our future. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, liebe Kollegen, jeden Tag ändert sich die Welt um uns herum. Die Änderungen und Veränderungen sind rasant. Globalisierung, Terrorismus, Migration, die Auswirkungen neuer Technologien auf Gesellschaft und Arbeitsplätze verändern den Alltag der Europäer tiefgreifend. Umstände, Verhältnisse, Zusammenhänge wechseln nicht jährlich, monatlich oder wöchentlich, sie wechseln täglich, so sehr und so schnell, dass wir manchmal außer Atem kommen. Vor uns liegen große Herausforderungen und hohe Hürden. Sie sind groß und hoch, aber mitnichten unüberwindbar. Entweder werden wir von solchen Entwicklungen überrollt, niedergewalzt, oder wir lassen uns auf sie ein, gestalten sie und ergreifen die neuen Chancen, die sie mit sich bringen. Europa darf nicht müde werden. Europa muss hellwach sein und Chancen und Möglichkeiten aktiv, manchmal auch proaktiv nutzen. Wie es mein Freund Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, wenn wir anderen Mut machen wollen, brauchen wir selbst welche. Die Zukunft Europas darf nicht zur Geisel von Wahlperioden, Parteipolitik oder kurzfristig innenpolitisch aufbereiteten Erfolgsmeldungen werden. Der Brexit, so bedauerlich und schmerzhaft er auch sein mag, wird die Europäische Union auf ihrem Marsch in die Zukunft nicht stoppen können. Wir machen weiter. Wir müssen weitermachen. Wohin gehst du, Europa? Quo vadis Europa? Wohin steuert das Europa der 27? Es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt und auch keinen anderen Zeitpunkt als jetzt, um diese zugegebenermaßen schwierige Debatte zu führen.
Alle Überlegungen und Debatten darüber, welchen Weg wir einschlagen, müssen eine wesentliche Aufgabe im Blick haben. Und die Lösung dieser Aufgabe muss unser aller Handeln bestimmen. Seien wir ehrlich. Viel zu lange war das, was die Menschen von Europa erwarteten, zu weit entfernt von dem, was Europa bieten und leisten konnte. Unsere Aufgabe wird es sein, deutlich zu machen, was Europa kann und was Europa nicht kann. Nehmen wir zum Beispiel die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und im Besonderen der Jugendarbeitslosigkeit. Wir treffen uns Gipfel nach Gipfel und versprechen, die Arbeitslosenzahlen, in Spezie die Jugendarbeitslosigkeit, abzusenken. Dabei liegt dies weit außerhalb der alleinigen Möglichkeiten Europas. Auf europäischer Ebene können wir keine Wunder vollbringen, wenn die nationalen Maßnahmen zu kurz greifen. Wir können Ausbildungsprogramme finanzieren, Investitionen stimulieren, letzteres übrigens nicht ohne Erfolg, doch das führt nicht automatisch und per se zu einem systematischen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Der EU-Haushalt steuert lediglich 0,3% zu den europäischen Sozialhaushalten bei. 0,3%. Die Mitgliedstaaten bringen 99,7% auf. Zu behaupten, Europa stünde alleine in der Verantwortung, wenn es um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit geht, ist schlicht falsch. Dann sollten wir auch nicht so tun, als könnte alleine Europa das Problem lösen. Wir und die Mitgliedstaaten sollten dies endlich zugeben. Wir sollten Menschen nicht glauben machen, dass wir die Sonne und den Mond herbeizaubern können, wenn wir höchstens ein Teleskop liefern können. Wir sollten aufhören, Absichten anzukündigen und sollten uns stattdessen stärker auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir handfeste Ergebnisse liefern können. Der Ausgangspunkt, Herr Präsident, für das Weißbuch der Kommission, das ich Ihnen heute vorlege, ist folgender. Es ist in der Zeit, ich wiederhole mich, dass wir klarstellen, was Europa leisten kann und was nicht. Viel zu oft wird die Debatte über Europas Zukunft auf mehr oder weniger Europa verkürzt. Dieser Ansatz führt aber in die Irre, wie alle übertriebenen Vereinfachungen in die Irre führen. Im Weißbuch stellen wir verschiedene Wege für die Zukunft der EU 27 vor. 5 Szenarien für die Europäische Union der 27, wenngleich es in der Wirklichkeit mehr Möglichkeiten geben kann. Nicht alle Szenarien finden die spontane Zustimmung der Kommission, aber alle 5 Szenarien sind im Gespräch. Ergo müssen wir uns mit ihnen beschäftigen. Wir müssen darlegen, zu welchen Folgen jedes einzelne dieser Szenarien führen kann. Schauen wir uns ein erstes Szenario an, das auf eine Fortsetzung der bisherigen Politik abstellt. Als diese Kommission antrat, habe ich diesem Haus versprochen, die Dinge anders anzugehen, um das Vertrauen der Menschen wiederzuerlangen. Und in weiten Teilen gelingt uns das hoffentlich auch. Die Kommission hat bereits große Fortschritte dabei erzielt, den althergebrachten Reflex zu brechen, jeden Aspekt im Alltag der Menschen regulieren zu wollen und uns in alles einzumischen. Die Menschen wollen nicht, dass wir Vorschriften für Toilettenspülungen oder die Höhe von Kinderschaukeln erlassen. Wir haben Hunderte von Vorschlägen zurückgezogen und schlagen anstatt 130 Initiativen pro Jahr, wie in früheren Jahren üblich, lediglich 23 neue Initiativen pro Jahr vor. Wir konzentrieren uns auf die großen Dinge, die für die Menschen wichtig sind. Und trotzdem in allen Hauptstädten, in fast allen nationalen Parlamenten, manchmal auch hier, in fast der gesamten Presse, wird die Kommission der Überregulierung bezichtigt. Dieses permanente Brüssel-Bashing macht keinen Sinn, weil diesem Brüssel-Bashing hat keine Grundlage,
seit dem Amtsantritt dieser Kommission. Es täte uns allen im Übrigen gut, wenn wir mit diesem Brussel-Bashing, diesem European Union-Bashing aufhörten. Dies ist ein Ersatz. Dies ist sehr oft ein Ersatz für nationale Versäumnisse. Wir können so weitermachen. Alle unsere Energie darauf zu lenken, Ergebnisse in wichtigen Bereichen zu erzielen und unsere positive Agenda, die die Zustimmung dieses Hauses gefunden hat, voranbringen. Vollendung des Binnenmarktes, des digitalen Binnenmarktes, der Energieunion, der Kapitalmarktunion und der Verteidigungsunion. Das tun wir auch und das werden wir tun. Doch die Frage muss erlaubt sein, ob das ausreichend ist. Wir könnten auch den entgegengesetzten Weg einschlagen und uns als Europäische Union der 27 ausschließlich auf den Binnenmarkt beschränken. Szenario 2. Falls sich die Mitgliedstaaten in immer mehr Politikbereichen nicht auf eine gemeinsame Haltung verständigen können, falls immer mehr Regierungen die Kommission zu einem simplen Binnenmarktverwalter degradieren möchten, wäre dies womöglich die einzige gangbare Lösung. Unsere Lösung, meine Lösung ist das nicht. Die Europäische Union ist mehr als eine mehr oder weniger gehobene Freihandelszone. Europa ist mehr als Macht, Waren und Geld. Der Binnenmarkt und der Euro sind keine Ziele an sich. Sie haben dem Menschen und den Menschen zu dienen. Trotzdem gibt es Regierungen, die die Rolle der Europäischen Union und ergo der Kommission zurückdrängen möchten auf die Binnenmarktverwaltung. Ich bin strikt dagegen. Dann gibt es eine dritte Option, ein drittes Szenario. Müssen alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union immer im gleichen Tempo voranschreiten? Wenn wir im Kreise der 27 keine Einigung erzielen können, weder was Ziele noch die Wege dahin betrifft, dann sollte es denjenigen, die in verschiedenen Bereichen vorankommen wollen, erlaubt sein, weitere Fortschritte dort zu machen, wo sie ihnen notwendig erscheinen. Gleichzeitig müssen die anderen, die nicht am Start dabei sein können oder nicht am Start dabei sein wollen, die Möglichkeit haben, sich Absichten und Taten der Erststartenden später anzuschließen. Doch wie würde sich ein solches System auswirken? Für eine kleine Anzahl von Ländern könnte dieser Ansatz große Fortschritte mit sich bringen. Für Länder, die an einem derartigen Rahmen etwa sämtliche Informationen in der Terrorismusbekämpfung austauschen, ein wirkliches europäisches Asylsystem einrichten und Verteidigungskapazitäten zusammenlegen möchten, wäre dies ohne jeden Zweifel ein gangbarer Weg. Es könnte jedoch auch ein kompliziertes System konzentrischer Kreise entstehen, in dem viele Länder außerhalb des Orbits zentraler politischer Strategien kreisen würden. Dadurch wäre Europa noch schwerer verständlich, als es ohnehin schon ist. Wie erklärte man beispielsweise den Menschen, dass Europa für die Harmonisierung von Frequenzen zuständig ist, auf denen autonom fahrende Fahrzeuge bei einem Unfall den Rettungsdienst anrufen können, allerdings nur in den Ländern X, Y und Z. Und daher bekämen sie keine Hilfe, wenn sie im Land A unterwegs sind. Die Schwierigkeiten dieses Ansatzes sehen wir bereits heute, wenn wir versuchen zu erklären, dass Europa teilweise für die Überwachung der Schengen-Außengrenzen zuständig ist, aber eben nur teilweise. Und trotzdem, die Vorstellung, dass einige Mitgliedstaaten in Teilbereichen voranschreiten und denen die Bahn brechen, die sie erst später anschließen müssten, darf nicht ohne weiteres ad acta gelegt werden.
Diese Form der Avantgarde zielt nicht auf Exklusion, sondern auf spätere Inklusion. Ich kann, ehrlich gesagt, dieser Vorgehensweise einiges abgewinnen. Ziel muss es bleiben, zu 27 voranzumarschieren. Wenn sich dies aber als unmöglich erwiese, muss man der Koalition der Integrationswilligen die Erlaubnis zum Weiterfahren geben. Europäische Erfolge waren fast immer das Werk vorauseilender Pioniere. Siehe Schengen, siehe Euro. Es gibt aber noch eine vierte Möglichkeit. Die EU 27 könnte gemeinsam beschließen, in einer etwas kleineren Anzahl von Bereichen vereint mehr zu tun, also in Bereichen, in denen unsere europäischen Maßnahmen einen echten Mehrwert erzielen würden und denen die Menschen zu Recht mehr von uns erwarten. Szenario Nummer 4. Dies würde letztlich bedeuten, dass wir nach dem Prinzip weniger ist mehr verfahren. Beispiele für Bereiche, in denen die Bürger mehr von uns erwarten, sind die Sicherheitspolitik und das sogenannte Dieselgate. Eine echte europäische Agentur für Terrorismusbekämpfung, die Informationen über Grenzen hinweg austauscht und Verdächtige systematisch beobachtet, könnte, davon bin ich überzeugt, einen greifbaren Mehrwert für unser aller Sicherheit bieten. Genauso müssten sich europäische Verbraucher, die durch technische Manipulationen von Automobilherstellern in die Irre geführt werden, auf eine EU-Agentur verlassen können, die Sanktionen gegen Täuschungsunternehmen durchsetzen kann und dafür sorgt, dass diese auch Schadensersatz, und zwar überall, leisten müssen. Anstatt die Menschen dadurch zu enttäuschen, dass wir scharf formulierte Schreiben versenden, in denen wir die Mitgliedstaaten zum Handeln auffordern, müssen wir sicherstellen, dass diesen Aufforderungen auch Folge geleistet werden kann. Schließlich, Herr Präsident, Szenario 5 können die Mitgliedstaaten auch beschließen, mehr Befugnisse und Ressourcen zu teilen und mehr Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Sie könnten so Vollgas geben, das neu geordnete Gemeinsame in die Zukunft hineingestalten und das Leadership der Europäischen Union sicherstellen. Klimaschutz. Hier muss Europa weiterhin eine Vorreiterrolle spielen, egal was jenseits des Atlantiks ins Haus steht. Nachhaltige Entwicklung, eine europäische Daueraufgabe. Verteidigung. Hier müssen weitere eigenständige Beiträge Europas in Aufstellung gebracht werden. Mesdames et Messieurs les députés, toutes ces perspectives, toutes ces esquisses, tous ces projets théoriquement possibles sont des choix qui s'offrent à nous. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui lequel d'entre eux a ma préférence absolue, tout en ayant récusé l'idée qu'il faudrait réduire l'Union européenne à l'état de zone de libre-échange, ce qui n'est pas mon concept et ce qui ne correspond pas aux ambitions de l'Europe. Je ne vais pas vous dire ma préférence absolue aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas à moi seul, et je le regrette, ni à la Commission de faire ses choix, comment dire, in splendid isolation. Je n'ai pas voulu présenter les vues définitives de la Commission. Je ne procède pas, alors que c'est devenu la mode, par executive orders. La parole sera à votre Parlement, aux parlements nationaux, au gouvernement, à la société civile, bref, aux citoyens. Contrairement à ce qui jadis fut la règle, la Commission ne prescrit pas, ne dicte pas, n'instruit pas. Elle veut être à l'écoute avant de se prononcer définitivement. Pas de diktat, mais de l'écoute. Cela ne correspond pas à mon tempérament. Enfin, je ne suis pas un dictateur, mais j'aime dire les choses comme je les vois. J'aimerais annoncer la couleur, ma conception de l'Union européenne dès aujourd'hui. Et je mesure la déception de ceux qui auraient voulu que j'annonce la couleur dès aujourd'hui. Mais nous préférons écouter avant de dire.
À ceux qui voudraient qu'avant le débat, la Commission dise ce qu'elle voudrait être, je dirais qu'il ne faut pas confondre leadership et diktat. Contrairement à ce qui fut fait jusqu'à présent, nous voulons d'abord écouter avant de nous prononcer. Cela peut conduire, d'après ce que j'ai pu lire, à des déceptions majeures, mais c'est une méthode qui fait honneur à la démocratie, non seulement représentative, mais à la démocratie entière. Parler d'institutions, de révision des traités, de procédures institutionnelles, débats qui agitent ceux qui sont installés dans le confort de la bulle bruxelloise qu'il faudra qu'à tout prix nous quittions tous ensemble, ne m'intéresse pas pour l'instant. D'ailleurs, un tel discours n'intéresserait pas les citoyens. Vous qui faites des réunions dans tous vos pays, est-ce que jamais on vous a posé une question sur l'équilibre des pouvoirs entre le Conseil, la Commission et le Parlement? Jamais. Jamais je n'ai eu une telle question. Donc c'est un débat typiquement bruxellois qui, à part ceux qui sont installés dans le confort de la bulle bruxelloise, n'intéresse personne. Alors il ne faudrait pas conduire ce débat. Viendra, j'en suis certain, le jour où les traités devront être adaptés à une volonté collective, mais à une volonté collective à naître. Cette volonté collective n'existe pas aujourd'hui. Pour pouvoir donner corps à cette volonté collective, il nous faut un véritable débat, un débat honnête sur l'Europe et sur ce que les citoyens attendent de l'Union européenne. Cette conversation vertueuse ne doit pas avoir lieu seulement à Rome ou seulement à l'occasion de nos nombreux sommets et à l'occasion de nos nombreux débats ici même. Elle doit avoir lieu dans les villes et les régions partout en Europe. C'est avec vous, mesdames et messieurs les députés, et avec les États membres que nous tiendrons une série de débats sur l'avenir de l'Europe. Chaque voix, même minuscule, même à peine audible, doit être entendue. Les citoyens nous diront ce qu'ils attendent de l'Union européenne. Ils exprimeront sans doute leurs doutes, leurs interrogations, mais aussi leurs espoirs. À nous d'y répondre. La lecture du livre blanc, que je vous invite à lire, y compris son introduction et l'échange des arguments pour et contre, nous aidera à formuler les bonnes réponses. Au cours des prochains mois, la Commission apportera de nouvelles contributions à ce large débat avec une série de documents de réflexion et de propositions plus précises portant sur les grands enjeux dont demain sera fait. Nous présenterons nos idées sur le renforcement de la dimension sociale. Débat, à mes yeux, essentiel et auquel j'apporte toute mon attention. Enfin, ceux qui applaudissent lorsqu'on parle de l'Europe sociale ne font pas la majorité dans cette salle. Honte sur vous, parce que l'Europe sociale est un enjeu principal pour les décennies à venir. Nous présenterons nos vues sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, et notamment sur les mécanismes qui amélioreront la très nécessaire coordination des politiques économiques. Nous présenterons nos vues sur la maîtrise de la mondialisation et nous présenterons nos réflexions sur l'avenir de la défense de l'Europe et l'avenir des finances de l'Union européenne. En matière de défense, il est évident que les États européens devront augmenter leur budget militaire. Mais la stabilité planétaire n'est pas seulement fonction de l'ampleur des budgets militaires. La stabilité internationale, mondiale, planétaire est aussi fonction
de la dimension des budgets d'aide au développement et du financement de la lutte contre le changement climatique. Réduire les budgets de l'aide au développement, remettre en cause les engagements qui furent les nôtres et ceux des autres en matière de changement climatique, je parle du COP 21, nuiront gravement à la stabilité intégrale. L'Union européenne doit porter et doit continuer à porter ces messages. La stabilité, ce n'est pas seulement l'affaire des armées, c'est aussi l'affaire de ceux qui veulent aider à permettre à ceux qui sont en retard de rejoindre ceux qui sont en avance. La stabilité, c'est les dépenses militaires, mais pas exclusivement les dépenses militaires. C'est aussi l'aide au développement et la lutte contre le changement climatique. Vous vous êtes déjà penchés, mesdames et messieurs, sur toutes ces questions. Et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec nous, et notamment avec les rapporteurs qui ont vu leur rapport être adopté récemment. Je prends rendez-vous avec vous en septembre. En septembre, lors du discours sur l'état de l'Union, où je développerai davantage ces idées. Pas avant, mais après avoir écouté les uns et les autres. J'aimerais que le Conseil européen donne en décembre ses orientations pour un processus qui atteindra son apogée lors des élections européennes en 2019. En 2019, nous avons rendez-vous avec le suffrage universel européen. Ce sera un rendez-vous d'abord d'explication. Explication entre les forces politiques, c'est-à-dire entre les familles politiques, qui devront dire comment ils voient l'Europe de l'an 2025 et au-delà. Et je voudrais que le processus démocratique engagé en 2014 connaisse son prolongement. Je veux dire par là qu'en 2019, les partis européens devraient présenter au choix de l'électeur des têtes de liste, exigence qu'il faudra que nous respections pour que la démocratie européenne fonctionne et reste crédible. Nous ne pouvons pas renoncer à 2019, à l'acquis qu'ensemble nous avons accompli en 2014. Et je salue d'ailleurs amicalement les candidats qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai pu avoir. Monsieur Verhofstadt, vous vous distinguez par un optimisme exubérant. Oui, l'essentiel est d'y participer. Participez toujours. Participez toujours. Les citoyens européens doivent pouvoir décider qui sera le prochain président de la Commission européenne. Les citoyens doivent pouvoir faire leur choix, pas les officines gouvernementales. Je ne serai pas candidat à un deuxième mandat, comme je l'ai dit dès le premier jour. Mais je ne suis... Oui, merci. J'avais pour intention de ne jamais décevoir l'extrême droite, j'ai réussi. Je ne serai pas candidat à un deuxième mandat, mais, croyez-moi, je ne suis ni fatigué, ni à court d'idées. Au contraire. Et vous allez voir. Monsieur le Président, l'Europe s'est relevée des cendres de la Deuxième Guerre mondiale pour réaliser, en fait, l'impossible. Mettre fin à cette éternelle tragédie européenne qui nous obligeait, en fait, les peuples, leurs dirigeants, à choisir entre la guerre et la paix. Dans le monde d'aujourd'hui, plus que 40 guerres et conflits militaires font rage, mais pas un seul ne se déroule sur le sol européen proprement dit. Vu de plus loin, vu à partir d'autres continents, l'Europe continue à rester une chose magnifique. Avoir réuni tout un continent, avoir mis un terme à ce funeste décret d'après-guerre qui voulait que l'Europe à tout jamais ne soit scindée en deux blocs, y avoir créé un espace de stabilité
de prospérité et d'égalité nous vaut l'admiration du monde entier. Très souvent, j'ai l'impression que les autres nous admirent et que nous-mêmes, il nous arrive de nous détester. Mais cette Europe, celle que je décris, n'est pas un acquis, ni une évidence. L'Europe a toujours été, reste aujourd'hui et pour toujours un choix délibéré qu'il faut défendre contre vents et marées, contre l'assaut de ceux qui ne veulent pas comprendre le cours de l'histoire. Et les choix que nous faisons maintenant, aujourd'hui, demain, d'ici 2 années, d'ici 2025, doivent tenir compte de leurs implications, non seulement pour nous, mais surtout pour les générations à venir. Parce que nous serons jugés non pas sur ce qui nous a été légué, mais sur ce que nous laisserons en héritage. Nos citoyens nous disent souvent que nous devons faire les choses différemment. Oui, nous y sommes prêts, mais il ne faut pas vouloir tout changer. Nous devrions essayer de mieux comprendre les contraintes et les chances d'une application correcte du principe de la subsidiarité, qui ne doit pas devenir un ersatz pour la solidarité, qui doit rester, elle, le principe directeur de toutes nos actions européennes et nationales. Très souvent, en écoutant ceux qui se font l'avocat du principe de la subsidiarité, j'ai l'impression, comme ils ne veulent pas parler de solidarité, ils préfèrent parler de subsidiarité. Il s'agit de bien comprendre la signification exacte du concept de subsidiarité. Nous n'avons pas, Monsieur le Président, le droit d'être, comment dire, patriotes contre les autres. Le patriotisme du XXIe siècle se décline en 2 dimensions. Un patriotisme heureux, accepté et acceptable vers l'intérieur, la solidarité qui est le prolongement du patriotisme heureux vers l'extérieur. Il y a des valeurs qui doivent continuer de nous unir. La paix, la démocratie, la solidarité, l'état de droit qui doit être la règle qui sous-tend notre vivre ensemble, très souvent menacée, la dignité et l'égalité de tous les êtres humains, la liberté de la presse. Regardez ce qui se passe en Turquie, où on emprisonne sans raison aucune des journalistes allemands parce qu'ils ont osé dire ce qu'il fallait dire. Les valeurs, oui, ce qui inclut le refus du rejet de l'autre, de celui qui est différent de nous, mais qui n'est pas moins noble que nous-mêmes. Nous ne pouvons pas accepter que les voix de ceux qui défendent ces valeurs, dont je voudrais qu'elles soient universelles, soient noyées par le vacarme des slogans nationalistes qui font du patriotisme une arme contre les autres. Le patriotisme n'est plus un patriotisme lorsqu'il se dirige contre les autres. L'Europe, elle, doit rester une force mondiale positive. Notre société, nos sociétés européennes sont bâties sur l'ouverture. Nous devrions en être plus fiers. D'autres préfèrent se refermer sur eux-mêmes et tourner le regard vers l'intérieur. Le nombrilisme fait des progrès angoissants à travers la planète. Mais une telle attitude nombriliste n'est ni dans notre nature, ni d'ailleurs dans notre intérêt. La démocratie entière, est un produit européen et nous le défendrons partout et de toutes nos forces. Alors, ayons le courage, la patience, la détermination qui sont nécessaires au long trajet et aux grandes ambitions. L'Europe continue à être une grande ambition, une ambition qui a derrière elle et devant elle un long trajet. Nous avons aujourd'hui le choix entre de nombreux chemins, certains plus pernicieux que d'autres, d'autres plus prometteurs d'avenir que d'autres. Quel que soit, Monsieur le Président, le choix que nous ferons, la destinée de l'Europe à 27 est entre nos mains.
Entre nos mains, oui, mais elle est d'abord et avant tout une affaire de cœur et une affaire de valeurs qui donnent sa véritable dimension à les raisons d'État européennes. Je ne suis pas en train de citer un poème européen, je décris une nécessité continentale. Merci de m'avoir écouté.